Alors Valérie Masson-Delmotte, on va commencer avec vous. Vous allez nous raconter un petit peu comment fonctionne le GIEC. Il y a plusieurs groupes, donc comment ça fonctionne? Donc le GIEC, ça s'est organisé en 3 groupes de travail par en gros thématiques scientifiques. Donc le premier groupe, c'est la physique du climat. Le deuxième groupe, c'est l'étude des impacts, de l'adaptation, des vulnérabilités. Et puis le troisième groupe va travailler sur les stratégies permettant de maîtriser le changement climatique, ce qu'on appelle l'atténuation. Et puis enfin, il y a aussi un groupe de travail spécifique autour des méthodologies pour faire les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre des différents pays. Et qui sont les membres du GIEC? Alors le GIEC a un bureau de 34 personnes, donc qui sont volontaires et bénévoles. Ces 34 fonctions, donc président, vice-président, coprésident de chaque groupe et vice-président de chaque groupe, correspondent à des quotas de répartition dans les différentes régions du monde pour assurer un équilibre des différents pays. Donc les gens sont présentés comme candidats à ces fonctions par leur gouvernement. Et puis ensuite, il y a une élection qui se fait dans une assemblée où sont présents les représentants des 195 pays qui sont impliqués par le programme des Nations Unies pour l'environnement dans le fonctionnement du GIEC. Vous êtes coprésidente du groupe 1 du GIEC. Ça veut dire que la France a proposé votre candidature? Oui, c'est ça. La France a fait un appel à candidature et s'est engagée aussi à apporter un financement parce que pour faire fonctionner un groupe de travail, donc nous on ne fait pas d'observation, on ne fait pas de recherche, on ne fait pas de simulation, on va fonctionner avec des appels à auteurs qui sont des scientifiques volontaires. On va sélectionner les auteurs avec un équilibre des pays, un renouvellement aux 2/3 des auteurs d'un rapport au suivant. Et puis ensuite, on va faciliter leur travail. Et ce travail, c'est une évaluation critique de l'état des connaissances. Et pour accompagner leur travail, on a besoin de personnes pour organiser l'échange d'informations. On a besoin de personnes pour organiser quelques réunions d'auteurs. En gros, 3 ou 4 réunions pour la préparation d'un rapport. On a besoin de personnes pour compiler les éléments de texte, le mettre en forme avec le standard éditorial. Donc on a besoin d'avoir une unité technique en appui au travail des auteurs. C'est entre 5 et 10 personnes. Et donc cette unité support pour le groupe 1, elle était précédemment basée à Berne pour le rapport 5. Et elle sera basée à Paris-Saclay pour le rapport 6. Alors quand on est coprésidente d'un groupe du GIEC, on a l'impression que c'est archi prestigieux. Le GIEC, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Coprésidente du groupe 1, on a l'impression que c'est une charge quand même assez lourde. Je vous disais tout à l'heure, mais vous avez, ça y est, vous avez une voiture avec chauffeur, un grand bureau, des secrétaires, et vous m'avez dit oui, oui. Alors ma voiture avec chauffeur, ça s'appelle le RERB, d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, non, j'ai rien. Rien du tout. Et l'idée que j'ai aussi sur le fonctionnement, c'est que ce soit, je dirais, low cost, c'est-à-dire que ça pèse le moins sur le budget français. Et une des idées que j'ai, c'est de faire appel à des volontaires dans la communauté scientifique. Ça a été fait pour les groupes 2 et les groupes 3 précédemment. Des jeunes scientifiques, ça peut être des étudiants, ça peut être des postdocs, ça peut être des jeunes chercheurs ou des moins jeunes d'ailleurs, qui vont en plus apporter un appui pour les auteurs de chaque chapitre, par exemple pour les aider à produire des figures de manière standard ou des choses comme ça. J'aimerais fonctionner un peu plus de cette manière-là, pour alléger le coût en fait, et puis pour permettre d'engager les jeunes générations dans la production du rapport. Je pense que c'est un point important. Alors on y reviendra tout à l'heure, vous nous raconterez vraiment comment sont faits les rapports, mais combien de personnes travaillent sur un rapport ? Alors pour le 5e rapport complet du GIEC, c'est plus de 800 auteurs, c'est plusieurs milliers de relecteurs, parce que finalement ce qui fait la spécificité des rapports du GIEC, c'est donc d'être structuré en chapitres. Pour chaque chapitre, il y a un groupe d'auteurs, une quinzaine de personnes, entre 8 et 15 personnes. Et puis ces auteurs ne couvrent pas toutes les thématiques nécessaires, toutes les compétences. Donc ils font appel également à des contributeurs supplémentaires qui vont apporter des éléments précis sur certains points. Et puis ensuite, ces textes, ces figures, ces tables vont être relus dans plusieurs étapes de relecture par la communauté scientifique, ce qui est en fait le processus normal des publications scientifiques, mais un peu renforcé. Et c'est ce qui fait vraiment Je dirais qu'il y a 2 choses qui font la qualité scientifique des rapports. C'est le fait d'arriver à mobiliser sur la base du volontariat, du bénévolat, les meilleurs scientifiques. Ça, c'est important. Et les scientifiques des différents pays et différentes générations de scientifiques, c'est important.
pour apporter de la créativité, du renouvellement d'idées. Et puis c'est la qualité du processus de relecture, pour aller justement... La relecture, ça peut être, vous avez oublié une virgule ici, bon ça en général, ça peut être aussi, vous avez oublié de citer mon travail pourtant si important, Ouais. ça vient souvent. Et puis ça peut être aussi, vous êtes biaisé, vous ne vous appuyez que sur la littérature de vos voisins de bureau, quasiment. Hein. Et il y a tout ce groupe-là d'études qui contredisent votre conclusion. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que c'est là où on touche aux controverses scientifiques, les vraies. Et c'est là où c'est enrichissant pour tous les participants, je dirais. Le rôle du GIEC, c'est d'alerter ? Le rôle du GIEC, c'est de fournir pour les représentants des gouvernements un état des lieux sur la base d'une évaluation critique des connaissances, un état des lieux qui soit pertinent pour éclairer les politiques publiques, mais qui soit non prescriptif, non normatif. C'est-à-dire qu'on montre les options possibles, mais on ne dit pas quelle doit être la solution qui doit être déployée. Il y a souvent une confusion là-dessus. Par exemple, on entend très souvent dire, je l'ai entendu à la radio hier, qu'il faut absolument respecter dans l'accord de Paris l'objectif de limiter l'ampleur du réchauffement de 2 degrés prescrit par les scientifiques, sans lequel on irait vers un effondrement de nos sociétés. Enfin, je caricature à peine. Et donc, c'est pas le GIEC qui a imposé quoi que ce soit. L'objectif de 2 degrés, c'est un choix politique suite à la conférence de Copenhague, par rapport à une évaluation de qu'est-ce qui pouvait être considéré comme faisable ou dangereux. Mais c'est en aucun cas une prescription du GIEC. Isabelle Drouet, comment se fait-il qu'une philosophe s'intéresse au GIEC ? Alors, disons que c'est un objet très particulier. C'est un objet où on produit des connaissances de façon... alors, d'abord, c'est un rapport d'expertise qui est fait. Mais qui combine, disons, pour le dire, j'espère clairement, plusieurs particularités. D'abord, c'est un rapport d'expertise qui a pris pour point de départ une auto-assignation. D'habitude, les experts, c'est des gens auxquels on fait appel, alors qu'ici, le GIEC, c'est historiquement une initiative scientifique. Par ailleurs, c'est un rapport d'expertise scientifique, par distinction avec des rapports d'expertise qui ne le sont pas forcément, et surtout qui est fait avec un nombre rarement égalé de contributeurs. 800. Voilà. Donc il y a parfois des articles scientifiques qui ont des centaines d'auteurs, mais pas des rapports d'expertise scientifique. Et en plus, donc une dernière particularité, je pense, qui fait que c'est un objet complètement inédit, c'est que j'avais noté. C'est que la tâche que s'assigne le GIEC, c'est une tâche d'état de l'art. Il faut faire une review, un panorama, un état des connaissances disponibles sur un objet, ici qu'est le climat. Et donc, nous, ce qui nous avait intéressé initialement, c'est la combinaison de toutes ces caractéristiques qui sont, à ma connaissance, pas combinées ailleurs, même si peut-être elles vont l'être pour d'autres objets bientôt sur le modèle du GIEC. Mais donc, c'est un modèle, je pense à la biodiversité, en fait. Voilà. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que vous aviez réalisé ça ? Ce que vient de dire Isabelle Drouet, que vraiment c'est un mode de fonctionnement unique, une façon unique de travailler ? Oui, alors peut-être je le dirais d'une autre manière. Ouais. C'est aussi un espace de dialogue entre les gouvernements et les scientifiques, voilà, ouais. qui n'existe pas tellement. Oui. Parce que finalement, cette étape de dialogue, elle intervient au début et à la fin. Il y a une phase de préparation où on va définir ce qu'on appelle le cadrage des rapports, c'est-à-dire quelles sont les thématiques que, d'une part, les gouvernements veulent voir abordées. Alors, il y a des thématiques qui ne sont pas toujours évidentes pour les scientifiques, la notion d'irréversibilité, des choses comme ça qui apparaissent. Ouais. Et puis, il y a aussi qu'est-ce que la communauté scientifique identifie comme sujet émergent, comme nouvelle dimension qu'elle veut voir intégrée dedans. Et donc, de ce dialogue naît une structure en chapitres, en thématiques clés à aborder dans chaque chapitre. Et ça conditionne une partie du travail pour la suite. Et puis ensuite, à la fin, donc le rapport complet, c'est des milliers de pages. Oui. Ça fait un résumé technique de 100 pages. Et puis après, un résumé pour décideurs de 20 pages. Oui. Et ce qui est aussi un peu particulier, c'est que ce résumé pour décideurs, il est approuvé mot par mot devant une assemblée plénière avec les représentants des différents gouvernements. Oui. Alors, mais ça, ce résumé, c'est vraiment
un objet d'intérêt. Je pense parmi les quelques philosophes qui se sont intéressés ou qui s'intéressent au GIEC, vraiment c'est l'objet principal d'intérêt, ce résumé, et la façon, je pense, dont on peut confronter ce qui se fait au GIEC, en particulier à ce moment-là, aux théories plus abstraites de la rationalité, et en particulier de la rationalité collective. Alors Isabelle Drouet, vous travaillez comment ? Je lis des articles, je rencontre mes collègues, et là, pour le projet sur le GIEC, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet où on n'était que quelques personnes, mais il y avait une postdoctorante qui a mené beaucoup d'entretiens avec des membres du GIEC. Je ne sais pas, en fait, je voulais te demander juste avant, et je n'ai pas eu le temps, si elle t'avait interviewé, toi. Mais on avait essayé, et ça ne se fait pas beaucoup en philosophie, mais là, ça nous semblait vraiment Je crois que oui, nécessaire. C'est quelqu'un qui est basé en Rambouillet ? Non. C'est pas elle alors. D'accord. Mais maintenant, elle est à Saclay. D'accord. Voilà. Et donc, pour étudier cet objet-là, ça nous paraissait nécessaire d'avoir une base empirique, de faire un travail empirique que d'habitude, on ne fait pas très souvent. Donc c'est un travail de philosophie, presque de sociologie. Alors, on n'a pas du tout les mêmes questions que les sociologues, mais c'est un travail de philosophie qui a inclus un premier moment de nature empirique. Ouais. Et quelles sont les questions qui vous intéressent alors ? Disons, je pense que la question principale, pour le dire très très généralement et d'une façon telle qu'on ne peut pas vraiment y répondre simplement, mais c'est est-ce que c'est rationnel la façon dont les choses sont faites au GIEC ? Pas dans un but d'évaluation, mais plutôt dans un but de de essayer de rendre un peu plus concrète et appliquer les théories de la rationalité philosophique qui sont souvent très abstraites en fait. Voilà, donc c'était le genre de questions qui... Valérie Masson-Delmotte, vous imaginiez que la philosophie puisse s'intéresser à vos travaux ? Oui, en fait. Oui. oui, sans aucun doute. Et il y a de plus en plus les sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la fois à l'enjeu climat, dans toutes ses dimensions, y compris notre rapport à la nature, y compris le rapport à la science, la manière dont la science et la société interagissent, et puis au GIEC même. Je pense que c'est important d'avoir aussi ce regard par l'extérieur. Je pense que ça peut éclairer aussi la manière dont on fonctionne, et peut-être même identifier, qui le sait, des manières peut-être plus justes d'avoir ce fonctionnement. Et les sciences humaines et sociales ont leur place au sein du GIEC ? Parmi les contributeurs, est-ce qu'il y en a qui sont issus de ce monde-là ? Alors pour la partie groupe 2, autour des impacts, de l'adaptation et des vulnérabilités, oui bien sûr. Et puis pour la partie groupe 3, alors l'économie, vous la mettez dans les sciences humaines et sociales ou... Donc oui, c'est beaucoup de travaux d'économistes. Moi ce que j'aimerais bien, et c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter avec bien sûr les autres membres du bureau du groupe 1, parce que je suis coprésidente avec un collègue chinois, Pan Maojai de Pékin. Et puis il y a 7 vice-présidents et on prend les décisions de manière collégiale, en tout cas où on partage nos réflexions. On a commencé depuis octobre par mail essentiellement. Moi je vois 2 volets où on pourrait avoir dans la partie physique du climat, entre guillemets, un peu plus de sciences humaines et sociales. Je le vois sur la question de la perception. Sur une région donnée, c'est vraiment très intéressant de confronter ce qui est observé en termes de changement climatique à la perception par la population qui va dépendre de son rapport à l'environnement, vivant en ville ou plutôt à l'extérieur, qui va dépendre de ses valeurs. Il y a beaucoup de travaux qui sont publiés sur cette question-là. Et je pense que ce serait intéressant de l'aborder dans le groupe 1 et dans le groupe 2. C'est-à-dire de mettre en regard ce qui est observé, ce qui est perçu, en écho dans l'un et dans l'autre. Et puis aussi, il y a un deuxième volet, c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle les savoir-faire traditionnels. Et en particulier la tradition orale des peuples autochtones. Donc il y a des régions où on n'a pas d'observation. Il y a des régions vides de population, ou avec des populations nomades, où il y a très peu de stations de mesure. Ça peut être le cas dans le Grand Nord, ça peut être le cas dans certains pays tropicaux. Et donc il existe aussi une tradition orale qui est intéressante pour décrire les changements observés, y compris dans la physique du climat, pas uniquement sur les impacts pour les milieux naturels. Et je pense que ce sera intéressant de l'intégrer, puisque finalement, nous, on intègre les données historiques à long terme, par exemple dans le chapitre sur les climats passés pour l'Europe, par exemple.
Et donc je pense que le recueil par les collègues des sciences humaines et sociales de ces observations orales, c'est un travail de sciences humaines et sociales, pourrait avoir une place. Donc, avec votre arrivée en tant que coprésidente du groupe 1, vous allez peut-être ajouter cette dimension. C'est une proposition que je vais faire et ce sera décidé en session plénière de cadrage. Alors tout est collégial, tout est fait à plusieurs, personne ne prend une décision comme ça. Quel est le regard de la philosophe sur justement les difficultés à prendre des décisions à plusieurs? Alors, disons, il y a des résultats formels, très abstraits, mais donc je vous dis juste un mot, qui montrent assez facilement que quand on agrège des opinions individuelles, selon par exemple la règle de majorité, on aboutit très vite à des problèmes de cohérence logique. Mmh. Donc même avec 3 individus et 3 propositions, vous montrez très simplement qu'on peut voter à la majorité et aboutir à une position du groupe, donc, telle que issue de ce vote majoritaire, qui n'est pas cohérente logiquement. Donc à ce niveau d'abstraction très grand, on sait qu'il y a des grands problèmes à agréger les opinions individuelles pour prendre des décisions collectives. Maintenant, c'est pas, disons, quand on parle du GIEC, c'est pas forcément ça qui est le plus pertinent et qui est aussi le plus spécifique. Ce qui rend je pense, il y a plein de facteurs spécifiques qui rendent la décision au sein du GIEC, et en particulier, là je parle plutôt de la réalisation des rapports difficiles. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, ce que cherche à faire le GIEC, enfin ce que fait le GIEC, c'est un rapport d'expertise, et le concept d'expertise, en fait, il est lié à celui d'individualité. Quand on convoque un expert, on veut son avis. On veut un jugement. Et le jugement, d'abord, c'est un concept individuel. C'est le jugement d'un individu. Et donc, c'est compliqué. Enfin, il y a une première difficulté qui vient avec le concept même d'expertise collective. Et puis après, c'est encore plus compliqué parce que ça parle de science. C'est à propos de la science qu'on veut faire de l'état des connaissances scientifiques. Et la science, c'est un domaine où, en fait, souvent, il y a des désaccords. Et donc, une des caractéristiques de la science normale, pour le dire dans les termes de Thomas Kuhn, c'est qu'il y a des désaccords. Et donc, c'est d'autant plus difficile de se mettre d'accord sur ce qu'on va dire dans un rapport d'expertise scientifique où on est des centaines, quoi, ou, in fine, à participer. Valérie Masson-Delmotte, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce regard quand Isabelle Drouet dit « un expert porte forcément un jugement ». C'est vrai ? Alors, dans le travail du GIEC, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un certain nombre de conclusions, et à côté de ces conclusions, d'avoir le degré de confiance apporté à cette conclusion. Il y a un énorme travail là-dessus. Alors on a essayé de le formaliser. Donc ce degré de confiance, on va l'évaluer en fonction du nombre d'éléments disponibles. S'il y a un seul élément d'observation ou d'étude de processus ou de modélisation, c'est faible. Si on en a beaucoup, c'est plus solide. Et puis après, on va mesurer, entre guillemets, la cohérence entre ces différentes sources d'éléments. C'est-à-dire si on a un seul élément, c'est faible. Si on a beaucoup d'éléments et qui vont tous dans la même direction, le degré de confiance est très élevé. Donc on essaie de le formaliser. Ça permet de sortir de l'avis ou de l'opinion individuelle pour essayer d'être le plus objectif possible. Et puis, moi je ne peux pas dire de manière générale, je peux témoigner de mon expérience sur 2 rapports successifs sur un chapitre, écrit à chaque fois avec un groupe de personnes différents. Donc on ne vote jamais, hein. Ça n'arrive pas. Il y a vraiment des discussions de fond. Et donc, quand vous dites des discussions de fond, ça discute ferme ou il y a des sujets où il y a vraiment un état des connaissances qui n'est pas établi. Donc il y a des interprétations d'éléments ponctuels qui sont parfois divergents. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est divergent et d'aller aux racines des choses. Donc, par exemple, nous, on l'a vu surtout, pas dans le groupe d'auteurs même, parce que comme on s'était partagé le travail, chacun faisait son morceau de chapitre, ou 2 personnes, ça marchait assez bien. Oui. Mais c'est dans le processus de relecture qu'il y a d'autres scientifiques qui ont apporté d'autres éléments. Et la manière dont on l'avait fait, c'était d'intégrer ces scientifiques comme auteurs-contributeurs
Donc d'avoir beaucoup d'échanges par mail, essentiellement. Parfois même, ça a donné lieu à des très chouettes publications scientifiques à côté, parce qu'en allant au fond des choses, en essayant de comprendre pourquoi les éléments n'étaient pas cohérents, ça permet de comprendre et d'apprendre. Voilà. Ou d'identifier des limites de méthodes existantes. Voilà, donc c'est de cette manière-là que c'est fait, sachant que quand il y a ce groupe d'auteurs qui travaillent, on est collectivement responsable du chapitre. Et ce que je dirais aussi, c'est qu'on n'est pas que nous, scientifiques, à écrire entre nous quelque chose. On sait aussi qu'il y a... le rapport, il va être public. Il y a aussi des gens mal intentionnés qui vont aller chercher des erreurs éventuelles pour, la virgule de trop, pour remettre en cause la qualité du travail. Et donc, je pense que ça, c'est un gros facteur, une grosse pression qui s'exerce sur les auteurs, aussi sur les relecteurs, pour ne pas laisser passer une erreur factuelle. Il y a eu un précédent pour le rapport de 2007. Voilà. Et donc, il y a aussi le souci qu'on ne puisse pas trouver une erreur et que ce qu'on écrit résiste à l'examen critique le plus longtemps possible. On met combien de temps à construire un rapport ? Eh bien, ça se fait sur l'ensemble du cycle sur à peu près 6 ans, entre 5 et 6 ans. Depuis l'élection d'un nouveau bureau jusqu'à l'approbation du résumé de synthèse. Donc le prochain, il est prévu pour 2022. J'ai cru comprendre qu'il était question de faire évoluer le GIEC, de faire évoluer le format des rapports, la périodicité des rapports, c'est vrai ? Oui, il y a une réflexion qui est en cours, mais c'est une réflexion de long terme. Et je dirais qu'il y a 2 tentations. Il y a la tentation du conformisme, et souvent ça vient des gouvernements. Parce que, par exemple, je dirais les techniciens, entre guillemets, dans les différents ministères qui suivent ces histoires-là, ce qu'ils aiment bien, c'est trouver la même structure pour pouvoir comparer d'un rapport à l'autre l'évolution des connaissances. Donc eux, ils aimeraient bien que ça reste un peu toujours à l'identique. Et puis, du point de vue de la communauté scientifique, je dirais les défis scientifiques, ils évoluent. C'est parfois très ennuyeux de refaire les mêmes simulations, les mêmes analyses. C'est très ennuyeux, en fait. C'est pas intéressant. Il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui pensent que finalement, c'est pas au cœur de chaque, entre guillemets, champ disciplinaire qu'il y a des grands progrès à faire. C'est dans l'intégration entre ce qu'on sait en termes de climat et les impacts, entre ce qu'on sait en termes de climat et puis les scénarios d'atténuation. Donc plutôt à l'interface entre les groupes de travail. Donc il y a une réflexion de long terme qui est à l'œuvre. Il y a des chercheurs de sciences humaines et sociales qui pourront aussi observer le processus de l'intérieur. Ça a été acté avec des règles de non-divulgation de l'expression individuelle très importantes, parce que le rapport, il ne faut pas qu'on puisse attribuer une conclusion à un chercheur. C'est vraiment un travail de groupe, et donc il y a une confidentialité qui est importante. Et puis, il y a alors une chose qu'il faut qu'on améliore, et ça c'est évident. Donc les rapports, ils sont trop longs, beaucoup trop longs. 1000 pages, ça devient une sorte d'encyclopédie, et c'est pas le but. C'est pas un livre de cours, c'est pas une encyclopédie qu'on doit faire, c'est quelque chose qui répond à des questions aussi posées par la société, donc plus focalisées. Et puis c'est illisible. C'est illisible, y compris le résumé pour décideurs. Plus on l'écrit de manière rigoureuse et de manière à être rigoureux d'un point de vue scientifique, plus ça alourdit la rédaction. C'est un peu tragique, hein, mais... Et même la phase de relecture par les gouvernements, elle empire la lisibilité du texte. Donc des progrès à faire dans ce sens. Isabelle Drouet, sur ce que vient de dire Valérie Masson-Delmotte, sur le fonctionnement, l'épaisseur des rapports, ce temps très long. Ouais, disons, sur la lisibilité des rapports, je suis d'accord. C'est-à-dire, je peux témoigner que moi, je peux lire quelques paragraphes par exemple, sur des choses statistiques que je connais un peu, mais sinon, pour le grand public, c'est pas très lisible, je peux confirmer. Y compris le résumé final destiné aux décideurs. Le résumé plus, mais oui, je pense que si on pouvait, vous pouviez faire quelque chose de plus concis et plus grand public, ça serait bien. Et est-ce que vous aimeriez porter un regard de l'intérieur ? Est-ce que vous aimeriez pouvoir assister aux discussions, aux échanges ? Oui, mais disons, je pense que je suis pas sûre que ce soit pour les gens qui font de la philosophie que c'est le plus intéressant. Je pense que ça pose
beaucoup de questions de sociologie, de sciences politiques, d'aller observer. Après, je pense que la philosophie peut contribuer, de même que l'économie, bien sûr, et d'autres sciences sociales. Mais, ouais. Et en tant que philosophe, qu'est-ce que vous avez appris déjà? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais déjà, j'ai compris. Il y a quelque chose que j'ai compris qui n'était pas évident pour moi d'emblée, c'est que le GIEC, c'est une institution extrêmement réflexive, enfin, qui évolue, comme vous l'avez souligné et vous l'avez redit. Et disons, souvent, le philosophe des sciences, il vient avec l'idée d'évaluer ce que font les gens. Et là, c'est pas très vite, on se rend compte que c'est pas du tout une posture intéressante quand on veut regarder le GIEC. Parce que il y a une grande réflexivité, volonté d'améliorer les procédures, de les rendre plus rationnelles, de les expliciter aussi. Et ça, c'était pas évident pour moi, je pense, quand j'ai commencé à travailler sur le GIEC. Voilà. Alors Valérie Masson-Delmotte, vous allez nous dire maintenant quels sont les rapports qui se sont établis entre le GIEC et les gouvernements. Est-ce que vous avez des rapports avec les décideurs, les personnalités politiques? Est-ce qu'il y a des discussions, des échanges qui ont lieu quand les rapports commencent à s'établir? Donc il y a une discussion initiale, comme je l'expliquais, pour le cadrage, pour définir les sujets à aborder. Après, les scientifiques font leur travail. Et il y a une étape de relecture qui est une relecture par des experts nommés par les gouvernements. Donc là, il peut y avoir une dimension politique. Par exemple, moi j'ai le souvenir que la Chine avait demandé qu'on enlève toutes les frontières de toutes les cartes parce que plusieurs frontières étaient discutées. Les noms qu'on utilise pour nommer les océans, par exemple, sont parfois sujets à discussion parce qu'il y a des débats, je dirais, géostratégiques sur à qui appartient tel endroit et donc le nom qu'on lui donne. Ça, je m'en souviens très bien. En France, par exemple, c'était assez drôle. Donc, le gouvernement français avait confié à l'Académie des sciences le soin de choisir les experts. Et j'avais reçu mon propre chapitre à évaluer. Donc c'était le hasard? Non. Donc, en fait, dans un certain nombre de pays, c'est fait de manière, je dirais, à choisir des scientifiques non impliqués et compétents sur le sujet. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard d'analyse critique. Dans d'autres cas, il y a vraiment aussi un poids, je dirais, politique, et qui s'exprime aussi dans l'approbation du résumé pour décideurs. Donc moi, j'ai assisté à celle du groupe 1 et j'ai suivi à distance, à travers des observateurs qui font des résumés réguliers de tout ce qui relève de la Convention climat et du GIEC. Et donc, pour le groupe 1, ce que j'ai vu, c'était certains pays, donc par exemple l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, dont les représentants, quelle que soit, je dirais, la position des pays, leur mix énergétique, leur position dans les politiques climatiques, ils se voyaient comme des facilitateurs, c'est-à-dire que les délégués des pays essayaient de nous aider à formuler de manière plus compréhensible nos points clés. Donc ça, c'était plutôt un rôle de facilitateur. Ouais. J'ai vu aussi un certain nombre... Donc, dans le résumé pour décideurs sur les changements observés, il y avait uniquement le changement de température, de niveau des mers, des choses de ce type-là. Et les représentants de plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique du Sud ont lourdement insisté, et à juste titre, pour qu'on montre aussi que les précipitations avaient changé, parce que pour leur pays, c'est le principal facteur qui a de l'importance par rapport aux politiques publiques liées au climat. Donc ça, je pensais que c'est vraiment constructif, c'est-à-dire dans ce résumé pour décideurs qui est ce qui circule dans les ministères, avoir l'information pertinente, surtout dans des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des centres de recherche sur le climat, et donc pour qui c'est vraiment une source très importante d'informations. Et puis enfin, il y a eu d'autres pays qui, pour des raisons complexes, ont tout fait pour essayer d'atténuer les conclusions du rapport. Donc il y a des pressions. Donc oui, il y a des pressions. Alors par exemple, certains vont essayer de torpiller tout dès le début pour ralentir le processus d'approbation. En l'occurrence, c'était l'Arabie Saoudite. D'autres vont essayer de faire en sorte que tout point des conclusions qui puissent être directement traduites en objectifs dans les traités sur le climat soit exprimé avec l'ensemble des incertitudes associées. Alors, dans le résumé pour décideurs du groupe 1, il y a un point important, par exemple, c'est comment un objectif de stabilisation du climat à 2 degrés se traduit en un budget de carbone compatible. D'accord ? C'est un point important qui permet de traduire
un objectif de long terme avec une quantité de gaz à effet de serre à émettre. On avait une formulation que je trouvais assez claire au départ, et donc c'était la Chine en l'occurrence à l'époque, qui nous a demandé de mettre toutes les incertitudes associées, et donc le paragraphe il est en fait vraiment clairement illisible, parce que au lieu de dire ce que je vous ai dit, on a dit alors pour l'atteindre avec une probabilité de 66%, alors voilà, il y a telle barre d'erreur, etc., ça devient illisible. Et le Brésil était très 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 sensible aux questions qui touchaient à l'usage des sols et à la déforestation, dans la manière dont on décrivait les émissions de gaz à effet de serre récentes, par exemple. Voilà. Donc c'est là où on voit effectivement que même sur un rapport scientifique, y a des intérêts des différents pays qui peuvent s'exprimer dans leur poids sur les propositions de formulation. Mais les formulations, elles sont faites sur la base du rapport complet, et le dernier mot, il est celui des scientifiques, mais il faut qu'il y ait un consensus des représentants des gouvernements. Et c'est le résumé final dont on parle beaucoup, enfin quand les rapports sortent, c'est le résumé final dont on entend parler dans la presse, et c'est celui auquel on fait référence, etc. Mais on met combien de temps à l'écrire? Vous nous avez dit, chaque mot est pesé, chaque mot est compté. Le temps, je ne sais pas en fait. En fait, c'est difficile de le compter parce que pour nous, c'est souvent le soir, le week-end et pendant les vacances, en plus du travail normal de chercheur qu'on fait à côté, comme auteur. Mais c'est plusieurs semaines de travail, je dirais, collectif. C'est-à-dire qu'il y a un premier jet, et puis ensuite toute une phase même au niveau des rédacteurs de modification, de relecture, à distance. C'est un fichier Word qu'on se circule et dans lequel on intègre au fur et à mesure des commentaires et des suggestions. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Drouet? Une synthèse pour le grand public. Très bonne idée. Oui. Très bonne un truc idée. Hyper lisible, compréhensible par tous. Oui, ça serait... Et qu'est-ce que vous pensez de l'engagement des scientifiques? Disons, en fait... Je comprends que ce que vous dites relativement à la difficulté de s'exprimer quand on a la position qui est maintenant la tienne. Et en même temps, conceptuellement, c'est pas évident que ça soit si problématique. C'est en droit, on peut distinguer le scientifique en tant que scientifique et le scientifique en tant que citoyen. Et je pense que le problème, là, il est plutôt sur la compréhension sociale et par les politiques, en particulier de ce qu'est le GIEC. Mais je pense que, indépendamment de mauvaises interprétations, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est-à-dire, le GIEC, c'est une entreprise de scientifiques, mais les scientifiques, ils ont le droit de s'exprimer aussi en tant que citoyens à côté. Voilà. Vous pouvez continuer, vous vous exprimez en tant que citoyenne. En fait, pour définir ce que moi je vois comme un engagement, essayer de le dire avec mes mots, je pense que c'est, si j'essaie de le formuler, c'est faire en sorte que les sciences du climat, ça fasse partie d'une sorte de culture générale. Ça, c'est vraiment ce que je pense extrêmement important, pour lequel je suis prête à passer beaucoup de temps en plus des heures normales de travail. C'est vraiment ça. Et le GIEC est un outil pour le faire, mais il y en a beaucoup d'autres. Sans donner votre opinion sur il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait limiter ci, il faudrait... Oui, parce que c'est une opinion, c'est pas un avis de spécialiste. Par exemple, moi je travaille, mon employeur c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On me pose toujours des questions sur le nucléaire par exemple, ou le photovoltaïque, c'est des choses pour lesquelles il y a des recherches dans cet organisme. J'ai pas un avis de spécialiste sur ces questions-là. Je l'ai pas. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie limite. Et dans le passé, je l'ai suffisamment reproché à d'autres scientifiques, d'autres domaines, qui exprimaient un avis sur les sciences du climat qui étaient peu informés. Donc, comme je l'ai reproché à d'autres, je fais très attention à ne pas tomber dans ce piège. Et vous êtes conseillère municipale de votre village Je l'ai été, je ne le suis plus. Pardon. Donc, je ne peux pas vous poser la question, est-ce que là, vous pouvez avoir une parole plus engagée? Ouais, je l'ai fait pendant 6 ans, donc dans un petit village de 2000 habitants et sans étiquette. À l'époque, c'était une seule liste de candidats, donc en fait, c'était assez simple. Ce que j'ai réalisé, c'est à quel point il y a un déficit de culture scientifique très large dans les élus, tous. Terrible, hein. Sur ma commune, on a un incinérateur. Il y avait des chiffres de suivi de performance. Personne n'était capable de comprendre ni les unités, ni ce qui était mesuré. Voilà, donc ça, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et puis après, ce que j'ai aussi vu, c'est qu'on peut changer plein de choses quand on le veut, surtout quand c'est rentable économiquement. Vraiment, j'ai conscience de ça. Et puis, j'ai aussi conscience qu'il faut une énergie formidable pour changer les choses. Dans le fonctionnement même d'une petite commune,
C'est terrible en fait, quand on veut faire autrement que ce qui était fait les années d'avant, l'énergie à dépenser pour changer les choses. Voilà. Même Donc des petites choses. je pense que c'est intéressant comme expérience. Quand on observe par exemple les négociations sur le climat, quand on observe la lenteur finalement du processus politique, voilà. Sur l'engagement, Isabelle Drouet, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire Est-ce que le regard de la philosophe... Oui, la question philosophique, en fait, c'est, qu'on peut poser relativement à l'engagement, c'est en fait la question de savoir si, disons, tout le monde est d'accord, à peu près, je pense, en philosophie, sur ce que j'ai dit avant, à savoir que on peut en droit distinguer entre l'interprétation ou les conséquences pratiques à tirer de conclusions scientifiques et le travail scientifique. Et donc on peut être objectif, être un bon scientifique, objectif, tout en ayant un engagement relativement aux conclusions, enfin aux conséquences à tirer des conclusions scientifiques. Le problème philosophique, la question qui est principale en fait dans cette partie de la philosophie des sciences qui s'intéresse à ce qu'on appelle les valeurs en sciences, c'est la question de savoir si on peut être, et même on doit éventuellement, pour certains, être objectif, neutre, ne pas être influencé par ces valeurs non scientifiques, non épistémiques, dans la pratique de la science elle-même. Donc la question philosophique, c'est est-ce que c'est possible de recueillir les données, d'interpréter les données, de choisir une théorie indépendamment de toute valeur qui ne serait pas purement épistémique, on dit, autrement dit, qui serait moralement informée ou politiquement ou socialement informée. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire pas au niveau des conclusions pratiques qu'on doit tirer de la science, mais de la façon de faire de la science elle-même que se pose la question philosophique controversée. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je pourrais réexpliquer. Mais j'ai vu que Valérie Masson-Delmotte prenait des notes. Non, ce que moi, je pense que je vais compléter ce que tu viens de dire, en disant peut-être d'un autre point de vue. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très enrichissant dans le travail d'auteur des rapports du GIEC, c'est le fait de le faire avec des chercheurs de différents pays, avec différentes cultures, avec différentes valeurs, avec différents rapports à l'enjeu climat aussi. Et ça, c'est aussi intéressant. On sort du cadre habituel, du petit cercle de collègues avec lesquels on interagit au quotidien. Et ça apporte aussi un recul, je pense, sur le travail de chercheurs. Je dirais même que ça apporte un recul critique encore plus grand. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de chercheurs, parfois très reconnus, qui sont des chercheurs originaux, qui ont l'habitude de travailler seuls, ceux qui font les publications eux-mêmes. Par contre, eux, ils ont du mal à rentrer dans cette procédure-là. C'est-à-dire le fait d'accepter que ce qu'on a pensé longtemps, soigneusement, écrit, en pesant chaque mot, soit remouliné par d'autres, c'est parfois une souffrance. Alors avant de faire circuler les micros, quelques mots sur la COP. Ce sont les rapports du GIEC qui servent de support aux négociations en ce moment. Moi, je pense que les rapports du GIEC, c'est ce qui permet de séparer la science et la politique, quelque part. Donc le fait que les résumés pour décideurs ils soient approuvés mot par mot par les représentants de pays aussi différents que j'ai cités tout à l'heure que, je sais pas, l'Inde, l'Australie, la Chine ou les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, c'est approuvé. C'est un socle commun. Tout le monde s'accorde à dire que c'est les meilleurs états des connaissances qu'on peut produire à un instant T. Ensuite, ça permet de séparer la partie scientifique des négociations politiques où tous les négociateurs s'accordent pour dire voilà, on a cette référence commune, maintenant qu'est-ce qu'on choisit de faire ou de ne pas faire. L'histoire des 2 degrés, qui a choisi la limitation des 2 degrés? Alors ça vient d'une réunion de ministres d'un Conseil européen au milieu des années 1990. Donc il y avait eu en particulier au Royaume-Uni une conférence sur qu'est-ce qu'un changement climatique dangereux. Ça avait beaucoup fait évoluer la réflexion politique, parce que c'est les termes de la Convention climat, éviter une interférence dangereuse des activités humaines avec l'évolution du climat. Donc il y avait à l'époque pas mal de réflexions, et c'est, alors je ne peux pas vous dire comment ça s'est fait, j'ai lu des comptes rendus après. Donc ils avaient regardé ce qui semblait atteignable, ils avaient regardé un chiffre rond, c'est comme les 3% de déficit, un petit peu, et puis ils avaient regardé aussi ce qui permettait d'éviter un certain nombre de conséquences qui étaient évaluées comme très dommageables
pour la sécurité alimentaire, les risques des événements extrêmes, les conséquences irréversibles, sur la base des connaissances de l'époque. Et puis ensuite, au moment de la conférence de Copenhague en 2009, donc la conférence n'a pas fonctionné comme c'était prévu, pour un ensemble de raisons. Et à la fin, les représentants des gouvernements sont arrivés et ont imposé un texte de 2 pages qui n'était pas le résultat des négociateurs. Et dans ce texte de 2 pages, l'Union européenne qui a complètement perdu la main sur la manière de mener les négociations, sur l'approche top-down et sur le leadership, puisque c'était la Chine et les États-Unis qui ont un peu pris le dessus. L'Union européenne a, je pense, réussi à ce moment-là à faire rentrer cet objectif de 2 degrés. Je pense que c'est comme ça que c'est rentré. Et c'est le seul objectif qui existe aujourd'hui dans les traités internationaux en termes de politique climatique. Donc du coup, ça a pris une valeur très symbolique et très politique. Isabelle Drouet, est-ce qu'une décision prise collectivement, comme vient de l'expliquer Valérie Masson-Delmotte, a un poids particulier ? En fait, la question, d'une certaine façon, c'est est-ce que quelque chose qu'on promet aux autres a plus de chances d'être réalisé que quelque chose qu'on se promet à soi-même. Et les raisons pour lesquelles ça pourrait être le cas, c'est, je pense, pas le caractère collectif, mais le caractère public. Donc le fait qu'on dise publiquement, on s'engage publiquement à faire quelque chose, et la possibilité qu'il puisse y avoir des sanctions au cas où on ne ferait pas ce à quoi on s'est engagé. Donc c'est pas le caractère collectif, je pense, en tant que tel, mais plutôt la dimension publique et les sanctions éventuelles auxquelles on accepte d'être soumis au cas où on ne respecterait pas ses engagements. La dimension publique, vous la sentez, Valérie Masson-Delmotte? En fait, je partage tout à fait cette analyse. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toute une discussion sur la forme juridique de l'accord, contraignant, pas contraignant, les contraintes, les vérifications, etc. Mais en réalité, les engagements qui sont mis sur la table pour l'accord de Paris, ça démarre en 2020 et c'est avec des engagements à horizon 2025 et puis parfois 2030. Donc en fait, ce n'est pas les gouvernements, les personnes qui sont là, qui seront au pouvoir, enfin la plupart du temps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc effectivement, je pense que le côté contrainte, c'est simplement le fait de prendre cet engagement devant la population, en fait, devant vous, quoi. C'est ça la plus grande contrainte. Et on l'a vu même dans le passé, par exemple avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou le Canada, qui s'étaient engagés dans le protocole de Kyoto puis qui n'ont pas respecté leurs engagements. C'est devenu un des points de discussion sur la place publique, dans le débat démocratique, on va dire, dans ces différents pays. Mais est-ce qu'il y a une méthodologie pour contrôler les engagements ? C'est un des enjeux. Ouais. C'est un des enjeux, c'est-à-dire contrôler, c'est peut-être pas le mot, mais je dirais être transparent sur les émissions, accepter une vérification indépendante, se mettre d'accord sur les méthodologies, les révisions des méthodologies. Voilà, donc ça fait partie des points qui sont discutés dans cette COP21. Et ça fait partie des points dont on parlera à l'issue de la fin des négociations. En fait, je pense que les négociations là, parce que moi j'ai lu les 55 pages de préaccord avec tous les textes entre crochets, je suis allée faire un petit tour cette semaine de temps en temps, mais vraiment je suis très contente d'avoir choisi de faire un métier scientifique, franchement je vous le cache pas, parce que c'est très lent comme procédure, cette discussion entre les pays. Et donc, ce que je comprends, c'est que les modalités précises ne seront pas définies. C'est sur le principe qu'il y aura ou pas un volet dans l'accord de Paris. Et puis ensuite, comme c'est quelque chose qui est destiné à être opérationnel en 2020, en fait, ce qui est discuté aujourd'hui, ça laisse encore 4 COP pour vraiment mettre en place concrètement les outils qui seront décidés ou pas la semaine prochaine. Il y a une COP tous les ans. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette COP, cette année ? C'est une bonne question. Elle a de particulier le fait qu'il n'y a plus aucun accord international après 2020. Donc le protocole de Kyoto, suite au semi-échec de la conférence de Copenhague, a été prolongé dans une version rikiki à horizon 2020, et après il n'y a plus aucun cadre international. Donc s'il n'y a pas un accord qui est trouvé à Paris, il y a un vide complet en termes de gouvernance, de rôle des États coordonnés en termes de gouvernance du climat. Avant de faire circuler les micros, Isabelle Drouet, est-ce qu'il y a des choses à dire autour de la COP, du GIEC, des rapports entre le GIEC et la COP ? Disons, je pense que la façon dont vous avez présenté les choses toutes les deux, j'ai l'impression,
En fait, ça relève d'une conception très classique du rapport entre science et politique. En fait, c'est l'idée que la science produit des connaissances, elle les produit de manière neutre, et que le politique peut regarder, l'utiliser, s'en emparer pour éclairer sa décision. Je pense que c'est le modèle qui sous-tend la façon dont on conçoit les rapports entre GIEC et COP, et c'est un modèle très très classique en fait du rapport entre science et société, que certains peuvent éventuellement remettre en question.